DJ Katika, pour le peuple, pour la liberté, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, on va marcher, on va chanter. Jusqu'au bout, même blessé, on va lutter. Jusqu'au bout, on va lever nos poings levés pour la vérité, pour notre dignité. Joël Essengue. Voilà, Monsieur Gizogo, tout est parfait. Merci beaucoup. C'est bon, vous êtes de nouveau sur le panel. Ok, parfait, je ferme mon micro. Voilà. Oui, c'est bon. Ah, super. Merci. Vous êtes un digne fils camerounais, un combattant. Hein. Vous ne lâchez rien. Merci vraiment. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui ont accepté de patienter. Merci encore à vous. Merci à ceux qui ont continué de tapoter. Merci également à vous. On va continuer avec notre échange et je repasse la parole à Monsieur Gizogo qui développait notamment sur la question relative au problème Bamileke. Oui, donc comme j'expliquais, je ne sais pas si j'étais arrivé au bout de cette explication. Bon, on a été signalé, donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon, mais en fait, ce que j'expliquais, c'est que je disais qu'on a deux problèmes. On a en fait un problème de pauvreté, mais on a aussi un problème de paresse. Et je disais que la paresse découle en réalité, la pauvreté découle en réalité de cette paresse-là. On ne travaille pas assez. Il faudrait travailler assez. Moi, je dis que je connais, aussi loin que cela remonte, je connais le dynamisme des Bamileke, qui sont des gens qui prennent des risques. Parce que la question est de pouvoir prendre des risques. Vous savez, c'est pas forcément tout le monde qui a le sens, le courage de prendre le risque. Hein, parce que si vous avez 10 000, vous donnez 10 000 à 2-3 personnes, il y en a qui sont tentés d'aller boire avec ces 10 000, d'autres qui vont chercher peut-être une femme rapidement ou bien, je sais pas moi, les investir dans des futilités. Mais il faut avoir le courage de prendre des risques à partir de ces 10 000, de vous dire, est-ce que je peux les faire fructifier et comment je peux le faire? Donc, j'ai convoqué ici une affaire qui me concerne moi-même, une affaire qui me concerne moi-même, parce que je fais un peu d'agriculture. Est-ce que vous l'entendez, vous? Tapotons les amis. Oh là là, les gars ont attaqué encore le live là. Oui, donc les 90 personnes là qui sont sur le panel, on est 90. Essayez de tapoter massivement. Envoyez des cadeaux, envoyez des cœurs. Toutes les personnes qui sont sur le panel, abonnez-vous. Voilà, tout ça, ça participe à sécuriser le live, s'il vous plaît. On est en train d'attaquer le live. On a besoin de vous. Donnez-nous la force. Envoyez des cœurs, des cadeaux, tapotez, abonnez-vous. Merci. Tapotez amazing live, amazing live. Amazing live, amazing live, amazing live, amazing live, good live, good live. Tapotons les amis, envoyez des cadeaux. Envoyons des cadeaux. Alors, Floris, est-ce que tu es là? Est-ce que Floris est là? Oui, je t'écoute. Hein. Bah, alors là, c'est quand même, c'est pas normal. Hein. J'ai l'impression que on fragilise le live. Je sais pas Non, ce mais que tu en il penses. fallait. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il fallait s'y attendre. S'y attendre. Moi, ça ne me surprend pas. Ce sont les gens qui sont sur le panel qui ne participent pas. C'est-à-dire que quand on dit venons une heure d'avance, prenons une heure d'avance pour tapoter uniquement. Et lorsqu'on a déjà atteint les 100 cas comme ça, c'est-à-dire qu'il y a de fortes chances. Mais Floris, je pense que les tapotages ne sont pas le seul problème ici. Il y a des attaques aussi qui sont plus informatiques. Et il y a des gens qui réussissent à faire baisser la bande passante. C'est fait, je m'y attendais. Hein. Oui, non, mais on en a parlé avant-hier, non? Tu te rappelles? Bon, il est déjà revenu, c'est bon. On va en parler après. Concentrons-nous sur l'entretien. On est déjà à plus de 100 cas, donc
C'est une bonne chose. L'invité est là. Ouvrons Oui, la caméra, monsieur, assurons la connexion. monsieur Gizogo, accepté et enregistré, super. C'est Voilà, parfait, c'est super, fait. magnifique. Parfait, ouais. Donc, tapotez massivement, tapotez, envoyez les cœurs, merci. Ok, cliquez sur accepter et puis sur le bouton enregistrer, monsieur Gizogo. Oui, je l'ai déjà fait. Bon, je vous renvoie parce que là, vous n'êtes pas en caméra. Refaites-le même en caméra dans 34 secondes. Bon, on va attendre 34 secondes. Hein. Vous allez revoir ça parce que là, on ne vous voit pas en. Kanto sera président, est en train de travailler de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui dit il y a une lourde sur l'écran et ça rend le tapotage un peu difficile. Je n'ai pas bien compris ton message, Léo Solange, pardon. Explique un peu plus clairement. Alors, je tiens à rappeler ici que le débat a porté essentiellement jusqu'ici sur non seulement les questions liées à la justice au Cameroun, l'état de l'avancement de la justice au Cameroun. L'invité nous a entretenu sur ces points-là. Il a montré les manquements des juridictions camerounaises, les failles, les défaillances, la corruption, les problèmes de structure, les problèmes de retard dans les traitements de certains dossiers et tout ce qui encadre la justice camerounaise montrait que voilà, il y avait énormément de difficultés. Et quant à la question concernant les syndicats des journalistes, il a bien rappelé un ensemble de syndicats camerounais, notamment les syndicats privés, des syndicats des journalistes de la zone anglophone qui font un travail exceptionnel aussi, mais dans un contexte de non-droit ou alors de menaces permanentes, il n'est pas toujours facile pour ces syndicats d'exercer leurs droits. Souvenez-vous, Samuel Ouazizi, qui était également journaliste, qui a été porté disparu. Et c'est seulement un an plus tard que le groupe Equinox a, avec preuve à l'appui, démontré qu'il ne serait plus en vie. Donc, il a montré également dans la deuxième partie de son propos, concernant la question de Madame Tiaka, est-ce qu'il avait un lien particulier avec Martinez Zogo? On va dire que c'est le même village, peut-être, le même canton, peut-être le même ascendant, Zogo, mais pas plus. Néanmoins, ils étaient très proches. Ils prenaient souvent l'habitude d'aller rencontrer Martinez Zogo pour des questions, voilà, quand il en avait besoin, et ils s'entendaient bien, surtout deux personnes qui sont dans le milieu, dans le métier de journaliste. Concernant les incidents toujours concernant le dossier Martinez Zogo, il a montré la complexité du dossier. Il a démontré que la décision du juge Sikati était une vraie décision, rendue fausse par la suite, vu les enjeux qui contournaient ce dossier, vu les personnes qui étaient incriminées et vu les potentielles dérives que ça pouvait avoir sur l'opinion publique, les éventuelles manifestations, notamment des taximans, mototaximans et autres, et toutes les grèves que cela pouvait engendrer. Il a montré la délicatesse de ce dossier et pourquoi le juge Sikati a donc été mis en minorité par les pouvoirs politiques. Il est également revenu sur ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel, tout un film qu'il nous a développé ici de fond en comble, avec les menaces qui ont été faites. Il était au Conseil constitutionnel, il n'a pas pu diffuser, du moins Equinox a commencé à rediffuser les images de Nadia TV. Par la suite, ils ont eu des problèmes. Il a été convoqué par le sous-préfet qui lui a intimé l'ordre, le sous-préfet qui lui a intimé l'ordre d'arrêter toute diffusion. On a même fouillé son téléphone pour s'assurer qu'il ne diffusait pas de manière indiscrète. On l'a fouillé et on a menacé et on a d'ailleurs exclu le reporter de Nadia TV qui a été sommé de ne plus revenir assister aux audiences. Il a également été témoin du fait que tout a été barricadé à l'entrée du Conseil constitutionnel et les entrées étaient filtrées et il y avait des vérifications au faciès. Certains noms qui avaient des consonances bizarres étaient simplement refoulés et certaines personnes
n'ont même pas pu entrer du fait de la sécurité et des instructions qui étaient en application. Un petit clin d'œil comme ça au monsieur le directeur du cabinet civil qui était assis à moins de 5 mètres du Conseil constitutionnel et dont la seule présence suffisait pour montrer qu'il y a une certaine intimidation du politique sur le judiciaire. Sinon, le DCC normalement n'avait rien à faire là, puisqu'on sait qu'il est en communication avec la présidence. Ce sont des éléments qui montrent également la fragilité et la faiblesse de notre système judiciaire et l'impact que le politique peut avoir sur ce judiciaire-là. Nous étions sur la fatidique question du problème Bamileke au Cameroun, problème que l'invité a pris la peine de rappeler que c'est un problème réel, c'est un problème permanent, c'est un problème constant et c'est un problème historique. Il a rappelé le contexte avec Lamberton et plusieurs autres personnes qui ont été impliquées dans les luttes contre, du moins, dans ce contexte de tribalisme. Notre invité est déjà sur le panel. On va lui envoyer l'invitation pour qu'il active sa caméra. Je vous envoie l'invitation pour la caméra, Monsieur Gizogo. Vous allez cliquer sur accepter et ensuite enregistrer. Très bien. Ok. Voilà. Activez la caméra, oui. Enregistrer maintenant. Cliquez sur enregistrer. Voilà, super. Magnifique. Et une fois que c'est fait, parfait. On va demander au modo d'agrandir l'invité et on va vous demander, chers invités, à tapoter massivement et continuer de partager le direct. Voilà, le jeune Zogo est là aussi. On a un invité de marque. Alors, je vous laisse continuer comme le président. Merci. La relève, la jeunesse. Ouais. Merci. Merci infiniment, Monsieur Gizogo. Merci vraiment. Merci encore. Ouais. Oui, bon, je ne sais pas si vous allez épuiser cette question sur la bamiphobie. Non, je pense qu'on a quand même eu des interruptions. Je voudrais bien expliquer parce que j'expliquais, je disais que nous avons la pauvreté qui est issue aussi en partie de la paresse. Donc il faut travailler. Si les gens sont dynamiques, il faudrait s'en inspirer. Je vous ai parlé du cas de mon champ d'ananas que je fais au village. Simplement, j'ai observé. Lorsque mon cousin est venu me dire qu'il suit mes activités champêtres, il est venu me dire il y a des Bamileke qui ont acheté le terrain ici. Ils ont fait un grand champ d'ananas de plus de 10 000, 15, 17 000 pieds d'ananas. Je lui ai dit, ah bon? Je lui ai dit, ben alors, pendant ce temps, vous faites quoi, vous? Il me dit, on est là. Je dis, non, vous ne pouvez pas être là. Pendant qu'ils font le champ d'ananas, vous aussi, vous avez ce terrain. Ils l'ont d'ailleurs acheté chez vous. Vous pouvez aussi faire un champ d'ananas. Alors, je lui pose la question, tu connais le chef du chantier de ces gens-là? Tu le connais? Il me dit, oui, ils dorment souvent chez moi. Je dis, bon, c'est bien. Je vais te donner de l'argent, tu vas aller acheter aussi quelques boutures d'ananas là-bas. On va d'abord faire un petit champ expérimental de 200 pieds d'ananas. Et ce que nous avons fait, quand j'ai vu que ça produisait, j'ai dit, bien, nous allons augmenter aussi. Et nous avons aussi un champ de 15 000 pieds d'ananas actuellement. Donc, il faut que le dynamisme, en quelque sorte, puisse être communicatif, plutôt que ne devienne un problème dans ce pays-ci. Il faut que les gens travaillent. Je trouve que nous travaillons pas assez. Et donc, quand nous travaillons, ça nous donne quoi? Ça nous donne à manger, ça nous donne la nourriture, ça résout ces problèmes de nourriture d'abord. Parce que c'est la base. Si les gens ne mangent pas, ils n'ont que des idées noires qui traversent leur tête. Et je peux vous dire que souvent dans nos villages, dans d'autres situations, même au Cameroun, ce n'est pas seulement la détestation gratuite du Bamileke qui fait problème, mais c'est parce que les gens eux-mêmes sont dans une sorte de dénuement, de pauvreté, et ils pensent que comme les Bamileke ont ça là, ils ont fait de la magie, comme ils ont des choses. Donc, il faudrait s'en inspirer. C'est vers ça qu'il faut aller. Je crois que c'est de manière globale. Ça, c'est le pan de ce que nous faisons dans la société tous les jours. Mais maintenant, il reste l'aspect étatique. Il faut que, comme je l'ai dit, il faut donner des responsabilités aux Camerounais, aux gens, notamment aux ressortissants de l'Ouest, des grandes fonctions. On me dira, il y a des grandes fonctions. On me dira, Nganou Dioumé, est ministre des Travaux publics. Oui, mais on n'a vu personne de l'Ouest, secrétaire à la Défense, il y a de la gendarmerie. On n'a vu personne de l'Ouest, ministre de la Défense. On n'a vu personne de l'Ouest, ministre des Finances. On n'a vu personne de l'Ouest,
On me dira, Nia Tifendi est président du Sénat, mais encore, il faut voir dans quelles circonstances nous nous trouvons. Donc, il y a des choses qu'il faut faire. J'ai pris le cas des États-Unis en disant que les Noirs ont longtemps été ostracisés. C'est quand on a commencé à leur donner des responsabilités, ils les ont assumées même, et on a vu. Et on a vu aussi avec Barack Obama, qui est même devenu président. Donc, c'est un travail qu'il faut faire. Il ne faut pas être dans la méfiance permanente vis-à-vis des gens. Et il y a beaucoup de procès d'intention. Il y a beaucoup de clichés. Voilà, il y a beaucoup de clichés. Quand on vous dit un Bamileke ne peut pas être président, alors, je vous disais, moi j'ai mon champ de cacao chez moi. Si un Bamileke est président, est-ce que lui viendra arracher mon champ de cacao? Non. Et je vous ai même dit plus encore, en disant, moi Maurice Kamto me connaît personnellement. Lorsque je le vois, il me salue, il va m'appeler par mon nom. Il me dira, Monsieur Zogo, comment vous allez? Et voilà. Mais cela voudrait dire que M. Kamto peut me nommer moi. Mais Paul Biya ne me connaît pas. Il ne me connaît pas. S'il rentre dans une pièce, il va me regarder, il va dire, bon, celui-là, c'est qui? Peut-être qu'on ira lui souffler que voilà, c'est M. Zogo et tout. Mais, donc, nous devons être très positifs dans ce que nous faisons. On construit un pays en étant positif. On ne le construit pas en étant dans les procès d'intention, en étant dans l'ostracisme, en étant en pourchassant les gens. Non, ce n'est pas possible qu'on construise un pays comme ça. Mais c'est aussi l'approche politique qu'on a. Il faudrait que les hommes politiques puissent avoir de l'élévation. Voilà. Ils puissent avoir de l'élévation. Sinon, Frédéric Leclerc n'aurait jamais accepté que Mandela de prison après 7 ans pour devenir le président de l'Afrique du Sud qu'on a vu et mettre l'Afrique du Sud sur les rails qu'on a vu aujourd'hui. C'est très important. Merci infiniment pour cette réponse. Ça apporte également beaucoup de clarté dans l'analyse de cette problématique. De la même manière qu'il y a un problème Bamileke, il faut reconnaître qu'il y a un problème anglophone. Il y a un problème de malgouvernance, il y a un problème de chômage, il y a des problèmes au Cameroun et ça il faut le reconnaître. C'est en les reconnaissant qu'on parvient à apporter des ébauches de solutions. Je vais également inviter tous ceux qui auraient des questions à poser à notre invité, le journaliste investigateur, que je ne présente plus en la personne de M. Guy Zogo, qui a révélé l'une de ses qualités courageuses lors de la couverture de l'assassinat de Martinez Zogo, de pouvoir monter et lui poser des questions. Alors, j'ai également une question comme ça, Monsieur Guy Zogo. Ça concerne, de votre point de vue, quand vous regardez aujourd'hui la politique avec la sortie du MRC, qui dit pouvoir, qu'il pourrait, le MSC, qui pourrait soutenir une candidature le 12 octobre prochain. Comment percevez-vous cela? Est-ce que vous êtes de ceux qui estiment que le MRC ne doit pas soutenir de candidature? Est-ce que pour vous, le MRC doit soutenir une candidature? Pour vous, aujourd'hui, cet aspect-là, sachant que le RDPC a choisi les candidats qui vont l'affronter après l'élimination grotesque de la candidature de celui-là qui était capable seul de renverser le régime du point de vue des urnes. Oui, vous savez, c'est une question, oui, qui est centrale même. Le fait qu'on ait mis le MRC à l'écart, notamment son candidat Maurice Kamto, et qu'on ait quelque peu biaisé ce scrutin présidentiel. Mais ce qui est important aussi, c'est que ce serait aussi un grand gâchis si toute cette énergie mobilisée autour du MRC venait à être passée par perte et profit comme cela, notamment pour le pouvoir. Parce que ce que le pouvoir attend, c'est qu'on dise que tous les électeurs potentiels du MRC sont restés à la maison. D'ailleurs, il y a un phénomène aussi ici, actuellement, d'abandon de cartes d'électeurs qui est assez important. Je vous le dis, il y a une certaine démobilisation chez les électeurs
qui sont déçus de ne pas voir leur candidat. Donc, il y a des cartes qui sont en souffrance, qui n'ont pas été retirées jusque-là. Donc, espérons que d'ici quelques temps, il y aura un sursaut. Donc, comme je l'ai dit, il faudrait que, je pense que le consigne de vote de Maurice Kamto pourrait peser dans cette élection et devrait même peser dans cette élection. On ne peut pas croire qu'un leader politique qui travaille depuis au moins 2012, qui a des millions de Camerounais qui le suivent, ne puisse pas donner des consignes, une consigne de vote essentielle en allant dans le sens du changement attendu par les Camerounais. Et d'ailleurs, la question étant qu'après le vote, qu'on puisse aller vers cette coalition politique qui pourrait donc amener les changements que les Camerounais espèrent. Il faut vous souvenir que de manière globale, le peuple a toujours donné, a souvent donné à l'opposition la possibilité de changer les choses. Et que même lorsque quelques-uns n'étaient pas partants. Souvenez-vous des premières élections législatives multipartistes en 92, mars 92. Et c'est en ce moment-là l'opposition avait eu la majorité absolue, avec l'UNDP 68 sièges, l'UPC 18 et puis le MDR 6, ce qui faisait bien 92 sièges. Et donc, malheureusement, les leaders n'ont pas pu s'entendre. Mais dans la configuration actuelle de 2018 où nous sommes, les Camerounais ne sont peut-être pas descendus dans la rue, mais je peux vous dire, et vous le savez certainement aussi, que les gens sont désabusés. Le mal-être est là. Les gens veulent un changement. Et donc, une consigne de vote pourrait très bien se traduire dans les urnes et ramener effectivement des résultats escomptés. Donc, pour ma part, je pense que Maurice Kamto pourrait s'allier à donner du moins des consignes de vote. Pour cela, j'ai d'ailleurs entendu qu'il y avait un certain nombre de discussions avec la possibilité qu'une fois, si cela était fait, que au niveau du gouvernement, que les tâches soient reparties avec des fonctions ministérielles pour que chacun puisse effectivement conduire ce processus de changement au Cameroun. Donc, Maurice Kamto, à mon avis, devrait donner cette consigne de vote. Je crois qu'on n'en est d'ailleurs pas loin. Il va le faire incessamment. Merci également pour votre réponse qui est... Comme le président, que c'est pas le Oui, professeur Kamto qui a donné des consignes, c'est un communiqué du MRC. merci, c'est ça. Voilà, et que une consigne du professeur Kamto, pour le moment, à mon avis, n'est pas encore attendue, ou du moins n'est pas à l'ordre du jour, parce que Oui. parce qu'il y a des Mais c'est pièges. dans le pain. Ouais, vous avez C'est vu, dans vous le avez pain. vu vous avez vu sa sortie de lundi. Quand un gibier Oui. voilà, il renifle, il s'arrête, il observe, voilà. Et il a laissé 3 points de suspension. Je pense qu'on va laisser le professeur Kamto dans les 3 points de suspension agir le moment venu selon ce qu'il trouve bon pour l'avenir du Camerounais, mais sans toutefois mettre trop d'accent dessus parce que c'est le MRC qui s'est prononcé dans un communiqué hier et qui a été bien détaillé par le secrétaire général. Donc, il faudrait pas que cela fasse que les auditeurs donnent l'impression que nous avons relayé une information non conforme. C'était juste pour clarifier 2-3 points. Merci. Oui, je voudrais également ajouter une autre clarification, c'est pas pour une consigne qui concerne un candidat, mais une coalition. Parce que le MSC s'inscrit dans la logique de soutenir une coalition. Donc, c'est ce que Oui. je voulais également préciser. Oui. Alors, messieurs, je voudrais rappeler aux uns et aux autres que nous avons une page YouTube qui se nomme Groupe Floris TV. Merci d'y aller vous abonner massivement, s'il vous plaît, parce que là-bas également, nous retransmettrons des enregistrements, des lives que nous faisons ici sur TikTok. Je vous prie également d'envoyer des cadeaux. Envoyer des cadeaux à notre hôte, à notre invité également, et bien entendu au modeste présentateur ou coordonnateur que je suis. J'ai également une autre question. Ouais, vous allez les recevoir en tout cas. Alors, j'ai une autre question, Monsieur Guizogo. Ça concerne la mobilisation des Camerounais
non pas forcément pour forcer la main, permettez la tautologie au Conseil constitutionnel pour intégrer la candidature de Maurice Kamto, mais beaucoup plus pour renvoyer une image des Camerounais qui s'indignent de la grotesque forfaiture avec laquelle le Conseil constitutionnel a recalé la candidature du professeur Maurice Kamto. Pour vous, à quel niveau situez-vous les manifestations d'indignation? Par exemple, hein, le 26 septembre prochain, la diaspora Oui. sera mobilisée devant le siège de l'ONU à Genève. Voilà, devant le Oui. siège. Surtout qu'il y a un lien juridique entre ELECAM et l'ONU qui aurait signé voilà, une convention par rapport aux élections. Ce sera pour manifester notre indignation vis-à-vis de cette candidature qui a été rejetée de façon ubuesque. Comment percevez-vous la manifestation des Camerounais de la diaspora à juste titre? Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, à peu près le seul endroit où on entend les Camerounais sans qu'ils ne soient contraints et étouffés, c'est dans la diaspora où vous vous trouvez. Vous savez qu'ici au Cameroun, déjà, on a trouvé le moyen de nous ramener au régime d'autorisation dans lequel on était sorti. Pour nous ramener, on nous a ramené dans le régime d'autorisation alors qu'on était déjà dans le régime de la déclaration. C'est-à-dire que si vous faites une manifestation, vous la déclarez. Le sous-préfet prend les dispositions. Il a la police, il a la gendarmerie, et puis on encadre, comme on a vu en Côte d'Ivoire dernièrement. Parce que on pourrait quand même s'étonner. Ouattara, qui est sur un 4e mandat, il aurait aussi pu interdire les manifestations, mais il ne l'a pas fait. Ce qu'il a fait, c'est qu'on a encadré. Alors qu'on sait même que la situation en Côte d'Ivoire peut être encore plus explosive qu'au Cameroun. Et non, on l'a quand même autorisé. Cette manifestation s'est faite. Alors, pourquoi au Cameroun, on a trouvé le moyen de contenir toutes les manifestations, à la limite? Même si vous êtes chez vous avec votre famille, on peut vous interdire de tenir votre réunion dans votre salon. On pourrait vous dire que le sous-préfet du coin n'accepte pas que vous fassiez cette réunion-là. Donc, c'est une situation quand même assez inquiétante. Et c'est pour cela que la diaspora reste la seule qui a encore la liberté aujourd'hui de pouvoir agir comme vous le ferez le 26 septembre à Genève devant le siège des Nations Unies. Et donc, ici, les voix ont été muselées. Et je peux vous dire que quand les voix sont muselées, c'est tout un système qui est mis en place pour que personne ne puisse être entendu. Lorsque le MRC a fait des manifestations, qu'est-ce qu'on fait? On casse ces gens pour dire aux autres que si vous le faites, on va vous infliger le même traitement. Donc, le degré de manifestation des Camerounais aujourd'hui a été considérablement amoindri, sinon détruit, parce que à la place, vous avez des Camerounais qui vous disent moi, je veux voir mes enfants grandir. C'est une expression qui est très courante ici. Je veux voir mes enfants grandir. Lorsque même vous faites quelque chose comme nous le faisons là, c'est même pas évident. Les gens vous disent écoutez, on risque de te tuer aussi. On risque de faire ceci. Est-ce que tu n'as pas envie de voir tes enfants grandir? Donc, nous sommes dans cette situation-là où on a annihilé toute la volonté de manifestation chez les Camerounais. On a eu la période des 90 avec les années de braise, où il y a eu 6 mois au moins de villes mortes à Douala et un peu ailleurs dans le pays. Et après cette période-là, quand on a traversé 92, on a encore eu les manifestations de 2008, en février 2008, les émeutes de la faim, comme on les a appelées. Mais depuis lors, si vous comptez 2008-2025, ça fait combien d'années? Le cycle a été trop long, mais on n'a rien vu. Au contraire, on a le sentiment que les Camerounais se sont avachis, que les Camerounais se sont en réalité, ils se morfondent dans une sorte de torpeur où chacun vous dit, et d'atonie, où chacun vous dit je préfère faire bouillir ma marmite chez moi pour que mes enfants mangent et qu'ils aillent à l'école, ou bien
qu'ils soient en paix. Naturellement, c'est une conséquence des actions menées par le pouvoir pour empêcher que les Camerounais manifestent, parce que l'une des l'un des éléments, parmi les éléments qui consolident et qui font la démocratie, il y a les manifestations, les protestations, les marches, et autres, sinon on ne les aurait pas. Ailleurs, aux États-Unis et partout, un président a été élu, mais on ne peut pas considérer que comme vous avez été élu, vous êtes le bon Dieu, ou du moins comme vous donnerez le bon Dieu sans confession. Il faudrait que les citoyens aient la possibilité de vous interpeller sur des sujets qui sont d'importance pour eux, quitte à ceux qui descendent dans la rue, ils manifestent, ils protestent, et même parfois ils peuvent casser si la colère est très grande. Donc ça peut arriver. Et malheureusement, tout cela a été vidé de sa substance scientifique moelle ici au Cameroun. Et c'est pour cela que la diaspora peut encore, comme vous le faites, mais ici, la question des manifestations a été sérieusement mise en branle, sinon démolie savamment depuis quelque temps par le pouvoir. Merci, merci infiniment. Il y a Daphné qui nous a rejoint sur le panel. Alors, Daphné, est-ce que tu as une question? Tu peux ouvrir ton micro, s'il te plaît. Bonsoir. Est-ce que Daphné nous entend? Daphné Rod. Bon, il ne nous entend pas. Alors, DJ Katika, tu aurais une question peut-être ou peut-être une doléance? Oui, j'aurais une question. Et Vas-y. ok, merci. Merci beaucoup, Monsieur Zogo. Ce que vous avez dit jusqu'à présent m'a beaucoup aidé à comprendre beaucoup de choses au Cameroun. Et vous savez que beaucoup de nos informations du Cameroun, ça vient un peu comme une rumeur, vous savez. Et comme on n'est pas très directement en communication avec des autres personnes des médias comme vous, c'est difficile pour nous de connaître vraiment ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et surtout que le gouvernement fait un peu de mauvaise communication. Ma question maintenant, c'est qu'est-ce que vous pensez par rapport aux médias, surtout du côté de la musique? Comment est-ce que vous apercevez ça? Et pourquoi est-ce que les musiciens camerounais n'essayent pas de mettre un peu, comment dire, de sensibiliser un peu les Camerounais, peut-être un peu dans la musique, en mettant un peu un petit quelque chose, pour que les Camerounais ne soient pas seulement endormis, pour que même quelqu'un qui est en train de boire la bière, qui écoute la musique, quelque chose lui cogne un peu dans la tête. Ouais. Et ça le réveille un peu, il dit, hey, Ah ouais. j'étais endormi, mais j'ai compris un petit quelque chose dans la musique là qui m'a dit que ben, peut-être je ne dois pas être paresseux. Par exemple, comme vous avez dit là, vous avez utilisé l'exemple avec les ananas. Quelque chose comme ça, ou bien lui dit qu'il doit que voter c'est son devoir, un petit message dedans. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose explicite, mais un petit quelque chose. Pourquoi Oui, les artistes ne font pas quelque chose comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça ma question. oui. Le problème, peut-être c'est aussi un peu le drame du Cameroun. Les artistes engagés au Cameroun se font plutôt rares. Vous savez, on a presque envie de dire que depuis que Lapiro est mort, il n'y a plus rien. Heureusement qu'il y a ces chansons, comme on dit, l'artiste ne meurt pas. Mais bon, il y a quand même qu'il faut que ce qui est dans l'air du temps, il faut qu'il y ait de temps en temps d'autres productions qui puissent aller vers là. Il n'y en a pas. Malheureusement, la plupart de nos artistes maintenant sont simplement dans des questions qui concernent la lubricité, qui concernent voilà, les charmes et autres, qui ne s'engagent pas politiquement, s'entend, ou même encore socialement, s'entend, parce qu'il faut quand même pouvoir dire quelque chose d'important pour que le peuple puisse s'en saisir. Et c'est vraiment dommage, parce que si vous écoutez toutes les chansons, il n'y a rien, il n'y a pas de message. Parce que si vous faites la comparaison une fois encore avec la Côte d'Ivoire, on a vu la Côte d'Ivoire, lorsqu'il y avait le conflit, les artistes se sont engagés pleinement.
Il y en a même qui sont encore en exil jusqu'à aujourd'hui. Je ne pense pas que Gadji Seli soit rentré en Côte d'Ivoire. Donc, il y a effectivement ce décalage entre la réalité même sociale qui est affreuse, qui est affligeante, et ce que les artistes peuvent dire. Parce que les artistes sont un peu ceux qui nous renvoient l'image que la société est à travers leur création. Mais est-ce que les artistes musiciens dont vous parlez, ils le sont encore dans notre pays? La Pyro a beaucoup fait son époque. Maintenant, il n'y a plus rien. Et c'est certainement l'occasion de les interpeller aussi à pouvoir prendre position. Parce qu'un artiste, c'est comme un journaliste, c'est comme un intellectuel, c'est comme il peut prendre position, il doit prendre position. Achille Mbemba a pris position sur la question Bamileke, c'est cela, quel que soit ce qu'on lui dira, mais il a pris position. À l'époque, Mongo Betty avait pris position ici, dans le cas Titu Sedjoua. Vous pouvez imaginer, Titu Sedjoua, Mongo Betty qui combattait le régime, mais lorsque on a arrêté Titu Sedjoua, qu'on l'a mis en prison, Mongo Betty a dit non, on ne doit pas arrêter un citoyen de cette manière simplement parce qu'il a dit qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Donc, il faut prendre position quand on est un artiste, quand on est un journaliste. À un moment donné, on ne peut pas se contenter de donner l'impression que on ne va pas se mouiller. À un moment donné, on doit se mouiller pour faire bouger la société, pour faire bouger les lignes. Effectivement, votre préoccupation est réelle. Les artistes devraient encore faire mieux que ce qu'ils font actuellement, où ils nous chantent des chansons sur la bière, où ils nous chantent des chansons pour souvent faire les louanges de quelques personnalités. On pourrait faire l'économie de tout cela et parler des vrais problèmes que les Camerounais ont. En réalité, les artistes doivent s'y mettre aussi pour donner le meilleur d'eux-mêmes pour que la société camerounaise change. Katika, c'est bon pour toi, la question? Oui, bon, c'est vrai que je voulais ajouter un petit quelque chose. Je sais pas si c'est possible, bon, par rapport au temps aussi. Bon, c'est toujours dans la direction de ma question, mais j'aimerais un peu plus me focaliser sur les artistes, sur les artistes qui ne sont même pas au Cameroun, parce que je sais que beaucoup d'artistes au Cameroun souffrent un peu et ne gagnent pas beaucoup, surtout que je vois beaucoup qui essayent de partir militer pour avoir un petit quelque chose par rapport au succès qu'ils ont eu sur la musique, ben, ils ne reçoivent rien des soi-disant associations et tout le reste. Donc, j'aimerais un peu me concentrer maintenant aux artistes qui sont un peu hors du Cameroun, donc ceux qui sont sortis du Cameroun, voilà, ceux qui sont plus en France, dans l'Occident et tout le reste. Bon, eux, au moins, ils sont déjà à l'aise et ils sont un peu loin, ils sont un peu écartés du régime. Donc, ils peuvent voir comment le dehors est. Ils peuvent voir un peu les réalités du dehors, voir que, bon, la route est ici comme ça, la vie est ici comme ça, on paye comme ça, même celui qui est au chômage, il a ceci, cela. Donc, je ne sais pas si la question est bien placée ou pas, mais est-ce que vous ne trouvez pas que ceux qui sont dehors... Parce que ça nous amène au cas par exemple, de Richard Bona. Oui, on voit ce que Richard Bona fait, oui. Oui. Même si c'est la partie des personnels. Mais on voit bien. C'est-à-dire que c'est le cas de quelqu'un comme Richard Bona qui se... Oui. Bon. Mais le reste, on ne voit pas beaucoup. On ne voit pas beaucoup parce que vous savez que même quand Manu, par exemple, le grand Manu Dibango était là, on l'a jamais entendu dire quelque chose. Et pourtant, son aura lui aurait permis de dire ces choses-là. Il aurait pu s'exprimer, dire par exemple que, voilà, dire des choses en tout cas, avec son aura, qui était d'ailleurs beaucoup plus grande que celle d'un Richard Bona aujourd'hui. Donc, ceux qui sont aussi en Occident devraient faire la même chose. Ils devraient travailler, ils devraient quand même faire des interpellations sur des questions essentielles, comme celle-là de notre société. Vous savez que la diaspora, en réalité, contrairement à ce que certains pensent ici au Cameroun, la diaspora est centrale pour reconstruire un pays. Lorsqu'on a des pays comme la Chine, vous savez, ce sont les Chinois qui étaient aux États-Unis qui sont revenus en Chine pour d'abord faire la République de Chine et puis beaucoup plus tard tout ce que ça a donné. Et donc,
il faut que la diaspora est au centre de ce qui se fait. Bon, il y en a qui donnent, peut-être ils ne savent pas. La diaspora aujourd'hui au Cameroun donne en renvoi au Cameroun ici plus de 500 milliards chaque année. Donc, c'est important ce que la diaspora apporte ici. On devrait faire mieux que ce qu'on fait actuellement avec la diaspora. Bon, ça c'est un autre débat. Mais je dis, pour rester dans la question des artistes, et les artistes qui sont en Europe, en Occident, dans la diaspora en tout cas, devraient aussi s'engager, devraient dire des choses, devraient pouvoir faire bouger les lignes et mettre des critiques lorsque cela est nécessaire pour que tous les Camerounais puissent en tirer profit. Ce n'est pas une question d'une seule personne, mais c'est pour le bien de tout le monde. Et c'est vraiment dommage qu'on n'entende pas beaucoup ces sons de cloche-là. Merci pour votre... C'est tout pour moi. Merci beaucoup, M. Zobo. Vas-y, comme tout sera président. D'accord. Je vais passer la parole à Tiaka peut-être. Tiaka, tu aurais une question? Oui, j'avais une question. Vas-y. Tourner un peu sur l'avenir. Monsieur Zogo, vous savez, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a récemment exprimé des inquiétudes sur les restrictions de l'espace civique au Cameroun, notamment donc à l'approche de l'élection présidentielle du 12 octobre. Alors moi, la question que je me posais, c'est face à un contexte difficile pour la presse, on en a parlé, vous en avez longuement parlé, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à un jeune Camerounais qui souhaite se lancer dans le journalisme d'investigation tout en affrontant les risques qui sont liés donc à la défense de la vérité? Oh. Bon, ben écoutez, moi je suis pour encourager, j'encourage les gens à faire cela. Et il faudrait que les gens, oui, parce que le journalisme c'est important, c'est important. Nous ne sommes pas des magistrats, nous ne sommes pas des militaires, mais ce que nous faisons, ça peut permettre que la société change. Et Tout à ça, fait. je dis, j'encourage. Il faut qu'ils travaillent, les jeunes, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils prennent le temps. Le métier n'est pas facile, mais il faut qu'ils prennent, ils s'y engagent et ils vont arriver avec des convictions. Quand ils ont des convictions, ce qui est important, il faut avoir des convictions. Je vais vous raconter mon histoire. Lorsque j'ai commencé en 97, j'avais 1000 francs quand j'allais au bouclage. Bon, parce que en 97, il n'y avait pas de télé ni de radio au Cameroun. Il n'y avait que la presse écrite. Donc, si vous vouliez faire journalisme, vous n'aviez que la presse écrite à faire. Vous n'aviez pas d'autre option. Et donc, nous, on venait là, on était passionnés après le baccalauréat et autres. Voilà, on était à l'université, mais on disait, bon, on commençait déjà à écrire. Mais quand tu venais, tu avais 1000 francs. Et je vous dis, 1000 francs en 97, à ça, c'est quand même, ça te permettait quand même de manger un demi-maquereau, les gros maquereaux là de 250. On le coupait en deux, un morceau, c'était 200 même. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Hein. Un maquereau qui est gros comme ça, tu dois mettre 2000 pour l'acheter. Et donc, j'arrivais quand même à manger. J'arrivais à venir au bouclage, le taxi c'était 125. Et donc, nous l'avons fait. Il faut la passion. Il faut vraiment avoir de la passion. Et ça me permet d'embrayer sur une question essentielle aussi aujourd'hui pour le Cameroun. Très peu de Camerounais font des choses aujourd'hui par passion. Très peu. C'est pour cela que nous avons des mauvais résultats partout. C'est-à-dire, je vous donne une image. L'enseignant n'a pas choisi d'être enseignant. Conséquence, il s'en fout. Il ne finit pas le programme. Il vient quand il veut. Il n'est pas là. Le médecin n'a pas choisi d'être médecin. Quand vous arrivez à l'hôpital, il ne vous reçoit pas. Si vous mourrez, même c'est votre problème. Ou on vous demande de l'argent pour ne même pas faire les soins que vous avez demandé, qu'on doit vous administrer. Le militaire a-t-il choisi d'être militaire? Le policier a-t-il choisi d'être policier? Non. Et c'est un problème fondamental au Cameroun. C'est un peu la formule de Jean-Michel Cancan qui disait « Je fais ce que je vois, je ne fais pas ce que je ne vois pas ». C'est ça, là où le Cameroun se trouve actuellement. Et ça explique les difficultés que nous avons. Donc, les gens doivent faire les choses avec conviction, avec passion. Si vous voulez faire le journalisme en sachant en quoi sert le journalisme, le journalisme sert à quoi? Parce que si vous venez là en ne sachant pas, le journalisme sert à dénoncer ce qui ne va pas dans la société et à faire en sorte que ceux qui sont les décideurs
puisse entendre que c'est ce qui ne va pas pour qu'on change. Voilà. Et c'est ça. Il faudrait qu'on puisse le faire. Je dirais à ces jeunes-là, mon ami, tu vas faire le journalisme, il faut le faire. Mais vas-y, mets-toi dedans, aide la passion, aide l'endurance, et tu verras au bout, il y aura des résultats qui vont venir. Pour toi, mais aussi pour le pays. Parce que le pays, il y aura des choses qui auront changé. J'ai appris l'exemple tout à l'heure, j'ai dit, je ne suis pas certain qu'on tuera encore bientôt un Camerounais comme on a tué Martinez. Ça m'étonnerait que quelqu'un prenne encore le risque de faire une chose pareille. Merci Merci. beaucoup. Merci infiniment, Monsieur Gizogo, pour cette réponse. Alors, je vais passer la parole à Oncle Kafo. Je peux? Bonsoir. Oui, bonsoir Kamto et bonsoir à Monsieur Gizogo. Vraiment très ravi de vous voir ici sur ce panel et vraiment je remercie le groupe Floris pour avoir fait ce très beau casting. Vraiment, nous, ça nous manque de recevoir les journalistes encore en action, en interview. Si on pouvait passer par ce canal pour avoir aussi Serge Alain Autou, vraiment, nous serons aussi très heureux. Si on peut passer par ce canal, ça, c'est une petite doléance. Mais maintenant, ma question est de savoir, compte tenu du fait que les journalistes sont muselés, la presse est muselée au Cameroun, je ne sais pas si vous avez déjà répondu à cette question parce que j'ai pris le live en cours. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de créer un syndicat vraiment solide pour pouvoir, qui va pouvoir défendre vos droits afin que vous puissiez exercer librement votre fonction? Est-ce qu'il n'y a pas déjà cette possibilité-là? C'est-à-dire de construire vraiment, parce que on a vu l'affaire Martinez-Zogo, par exemple. Je me dis que s'il y avait un syndicat vraiment solide, vous seriez mobilisé, créer même un mouvement afin que la vérité soit dite. Merci. Est-ce qu'il y a vraiment un syndicat et est-ce que vous pouvez en créer? On a abordé la question quand même un peu. Bon, il y a un syndicat, le syndicat national des journalistes du Cameroun, le SNJC. Mais c'est un syndicat qui n'est pas, qui ne bénéficie pas forcément de, comment dire, de l'onction de tous les journalistes. Voilà, c'est pas, le syndicat en lui-même paraît pas crédible forcément aux yeux de beaucoup de journalistes qui pensent que le syndicat peut ne pas forcément jouer le rôle qui est le sien. Parce que le syndicat doit d'abord se démarquer du pouvoir. Il doit avoir une ligne d'indépendance qui lui permet de prendre des décisions ou du moins de donner son point de vue sans que on ne lui dise que voilà la ligne qu'il faut suivre. Il y a le SNJC chez les francophones et puis il y a le Kamasèche chez les anglophones. Et je l'avais dit, chez les anglophones, ils sont encore beaucoup plus tranchés parce que chez eux, c'est pas comme chez nous. Là-bas encore, on entend souvent des prises de position qui sont assez inhabituelles, pour ainsi dire. Vous parliez de créer un syndicat, oui. Lorsque l'affaire Martinez, juste quelques jours après la mort de Martinez, nous sommes allés au siège de la radio dans laquelle il travaillait, Amplitude FM, et nous avons eu, c'était à l'initiative d'Aman Mana, on avait demandé à tous les journalistes habillés en noir d'apporter une bougie, ce que nous avons fait. Alors, lorsque nous avons quitté le siège d'Amplitude FM, on nous disait que le ministre de la Communication allait donc recevoir les journalistes. Nous avons voulu partir à pied du siège de la radio de Martinez pour le ministère de la Communication. C'est une distance d'à peu près 3 km, ce qui nous aurait permis de faire une manifestation. Mais je peux vous dire que la police était déjà pratiquement sur les lieux. Et que donc, je pense que Aman Mana a dû refuser qu'on fasse la manifestation parce qu'il avait vu le dérapage que ça allait donner. Ça nous amenait peut-être vers une situation totalement incontrôlable parce qu'il y avait beaucoup de journalistes qui étaient prêts à descendre dans la rue en ce moment-là. Donc, finalement, le ministre de la Communication, je pense d'ailleurs qu'il travaillait lui-même à éviter une manifestation ce jour-là, nous a reçus, du moins une délégation de journalistes. Il nous a d'ailleurs donné des informations, oui, voilà, l'autopsie a été faite, voilà, il y a ceci, il a donné pas mal d'informations. En tout cas, c'était pour calmer les journalistes. Donc, j'évoque ce point pour que vous compreniez que
pour le pouvoir, il faut toujours contrôler. Et la création d'un syndicat comme celui dont vous parlez, ce serait une bonne chose. Mais avec le degré d'infiltration et tout ce qu'on connaît, ce serait extrêmement compliqué à l'heure actuelle et que vous ne comprendrez pas à la fin d'ailleurs quand ce syndicat finirait par se mettre en place. Ces prises de position vous montreraient très bien ce qu'il en est exactement. Et comme j'ai dit, c'est surtout aussi l'approche qu'on a du pouvoir, la perception qu'on a du pouvoir politique qui permettra aussi à ce pays d'aller dans une direction beaucoup plus saine. Actuellement, nous avons encore des gens qui sont issus de la vieille école, de l'école du parti unique, qui ont été contraints à venir au multipartisme, mais qui en réalité rêvent de retourner au parti unique tous les jours. C'est un problème central pour le Cameroun. Merci. Merci. Beaucoup. DJ Ouais, merci. Katika, je veux entendre ton son, hein. Je sais pas où on Ouais. trouve ton son, DJ Katika. C'était très beau. On va revenir dessus tout à l'heure, comme Ok. Trafo. Merci beaucoup. Merci, Oncle Kafo. Alors, avant de passer la parole à Maglista, il y a Dark Negrod qui était là. Dark Negrod, tu peux ouvrir ton micro? Oui, Ok, vas-y, tu as la parole. bonsoir. Bonsoir, monsieur Zogo. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, monsieur Zogo. Bonsoir, bonsoir. Oui, pour moi, c'est un plaisir. Ok, pour moi, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. D'ailleurs, il est bien vrai que je suis occupé, mais je ne pourrais pas en manquer cette occasion. Bonsoir encore une fois de plus à Floris. Bon courage à mon frère pour le fait que il cherche toujours à nous orienter vers la lumière. J'avais une à deux questions, monsieur Zogo. Oui, Excusez. Depuis un certain moment, surtout nous sur l'Internet, nous subissons trop d'injures de part de l'un des autres sur le fait que s'il arrive aujourd'hui que il y a un peu problématique au niveau du changement, c'est parce que nous ne voulons pas, le professeur Campton ne veut pas donner le consigne. Moi, en tant que jeune Camerounais, je voudrais en profiter de cette occasion pour vous demander, puisque j'ai toujours entendu parler ici de consignes, qu'est-ce qui nous rassure sur ces consignes de vote vis-à-vis la démarche des oppositions que nous voyons? Et je voudrais un peu comprendre de cette manière, parce que je pense que vous êtes mieux placé pour y comprendre par rapport à nous, parce que c'est un sujet qui nous désole beaucoup. Et je voudrais un peu que vous nous apportez une petite lumière là pour que nous soyons un peu rassurés de ce que les uns et les autres disent. Oui. Oui, j'ai une question. Non, Oui, non, mais bon, il a c'est pas. répondu, j'étais pas là. Oui, on peut revenir. Oui, mais je voudrais dire que Moi, oui, j'étais pas là, j'avais je viens dit. d'arriver et c'est ça ma... Oui. Non, oui, il n'y a pas de problème. On va vous répondre. C'est bon. Il n'y a pas de souci. Alors, j'avais abordé cette question en disant que il était important que le MRC ou du moins son porte-flambeau puisse donner cette consigne de vote là, parce que la mobilisation est telle que les gens se sont beaucoup mobilisés. Les inscriptions sur les listes électorales sont très importantes, ont été très importantes. En dehors du fait qu'il y a même eu des restrictions, il y a eu beaucoup de restrictions, beaucoup d'embûches et tout. Bon, mais les Camerounais sont mobilisés. Et donc, on ne peut pas perdre tout cela. Mais je pense aussi, ça me permet peut-être de compléter aussi par un autre aspect, en disant que la question des consignes de vote n'est pas très connue au Cameroun aussi, il faut le savoir. Le système électoral tel qu'il est, pas le système électoral, les pratiques électorales. On n'a pas souvent vu ça, puisque déjà, on a l'élection présidentielle, on n'a que une élection à un tour. Donc, il n'y a pas forcément de report. Il y avait deux. Donc, de ce point de vue-là, on n'a pas souvent vu techniquement les questions de report
Mais il ne faut pas aussi oublier que d'une manière, je dirais, subjective, les reports se font. Lorsque, en 92, le SDF n'est pas allé aux élections législatives, l'UNDP a eu 68 sièges. On peut penser que beaucoup de gens qui voulaient voter pour Frundi, pour le SDF, se sont dit, tant qu'à faire, on va voter pour l'UNDP. L'essentiel étant qu'on arrive au changement. Et l'UPC avait eu 18 sièges. Donc, ces voies-là, ces reports avaient été d'une certaine manière, été faits. Donc, rien n'exclut donc cette fois-ci, déjà par le fait que le MRC, le candidat du MRC ne parte pas, même si on craint qu'il y ait des mobilisations, beaucoup d'électeurs peuvent aller voter effectivement pour un autre candidat. Bien, c'est une probabilité. Mais il serait encore beaucoup plus confortable, justement, qu'il y ait des consignes données clairement pour une coalition, parce que comme j'ai entendu, effectivement, le MRC, lui, a privilégié la question de la coalition. Oui, il est vrai que c'est cette question-là. C'est l'approche de la coalition qui apporterait plus de chances pour que on puisse parvenir aux résultats qui sont escomptés. Donc, disons que les états-majors travaillent. Il y a eu beaucoup de rencontres entre les leaders des partis politiques et elles continuent d'ailleurs, les échanges continuent d'ailleurs. Donc, je crois que le moment venu, tous les Camerounais apprendront effectivement vers quel côté on a donné des consignes, on a du moins on les a appelés à voter dans l'optique de ce changement tant attendu par les Camerounais. Voilà. Merci. Alors, est-ce que Dark Negrot est satisfait? Oui, je suis satisfait. Merci, monsieur Guy. Mais jusqu'à là, pas totalement satisfait hein, parce que vous savez, le système du Cameroun, jusqu'à là, je ne saurais pas si il y aura les infiltrés. Quand vous voyez aussi la démarche de certains candidats, on ne peut pas aussi être satisfait à 100%. C'est ça d'abord qui est doute. Mais j'ai beaucoup soutenu le terme que M. Zogo, il a fait référence que du côté de l'opposition, il faudrait d'abord une coalition. Là, je suis totalement d'accord. Mais ça dépendra aussi de qui il s'agit. C'est ça la question. Donc, oui. Ça, c'est clair. On reste concentré. Mais il faut que le candidat, il y a un type de débat qu'il faut évacuer parce que souvent aussi la mauvaise foi, c'est ça qui fait souvent que l'opposition ne s'entende pas. Vous savez, je me souviens encore en 2004, on avait dit que le candidat doit parler le français et l'anglais, ce qui visait Frundi pour l'écarter. Et Frundi avait décidé, lui, finalement, donc, d'aller à l'élection hors de la coalition. Donc, il y a des questions de mauvaise foi aussi. Et ce qui montre, par exemple, que soit les infiltrés dont vous parlez, soit alors c'est la mauvaise foi simplement parce que quelqu'un ne veut pas s'effacer devant l'autre. Et il faut dire qu'en réalité, l'élection présidentielle n'a rien à voir avec le fait qu'un parti politique soit implanté sur le terrain. Alors, vous pouvez avoir un parti politique qui est implanté dans tout le Cameroun, mais cela ne veut pas dire que c'est forcément ce parti politique qui doit avoir le candidat que la coalition va choisir. Il faut qu'on s'entende bien. L'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un candidat et le peuple. On a vu, il y a des pays où il y a des candidats qui n'ont même pas de parti politique et gagnent l'élection. Ils organisent ça après. Donc, il faut bien regarder parce que j'entends des arguments. Quelqu'un vous dit, oui, tel parti politique, vraiment, il est implanté, il a tel nombre de conseillers municipaux, il est ceci, oui, ça peut compter. Mais même si quand vous êtes dans une coalition, si vous avez des conseillers municipaux, c'est bon. Vous pouvez vous mettre derrière le candidat de la coalition pour faire quelque chose. Au lieu de vous arc-bouter en disant que comme vous avez des conseillers municipaux, comme vous avez des mairies, c'est forcément vous qui devez être, c'est votre candidat qui doit être retenu. Donc voilà, c'est autant de questions et nos égoïsmes, nos égocentrismes, voilà là où ça nous amène souvent. Et pour que finalement, c'est tout le peuple, tout le monde qui en souffre. Voilà. Merci. Alors, je vais passer la parole à Magister.
Marc-Lister, bonsoir et bienvenue. Merci, cher frère. Monsieur le Zogo, Oui, bonsoir. bonsoir. Quelle coïncidence historique. Martinez Zogo, Monsieur Luc Zogo, affecté Guy justement Zogo. à une mission assez terrible, celle de faire manifester jaillir la vérité sur une injustice macabre. Tout à fait. J'imagine que vous aviez été au centre de tous les remous. Monsieur Tout à Zogo, fait. permettez-moi, avec tout le respect et l'humilité nécessaire, d'avoir une approche avec une double détente. La Oui. première, c'est de poser un contexte et vous apporterez une réponse. Et la deuxième détente sera une question. Je rebondis ici. Monsieur Luc Zogo, comme vous le savez, a priori, sur papier, nous sommes indépendants depuis le 1er janvier 1960. Tout à fait. Curieusement, nous ne fêtons jamais, au grand jamais, la fête de l'indépendance. On fête un 20 mai, on fête un 11 février, vous le savez, vous en parlez. Ouais. Beaucoup de gens ne se posent pas la véritable question et on ne nous apprend pas ça à l'école. Oui. C'est-à-dire, formatage du système éducatif, on évite. Pour moi, ça laisse clairement apparaître une chose, indépendance de façade, fédéralisme de Mhm. façade, réunification de façade, avec toutes les élections de façade qui a donc eu les mêmes causes produisant les mêmes effets. Nous arrivons donc en 2025. Monsieur Mhm. Lujo, qu'est-ce qu'on constate? Vous l'avez si bien dit ici. L'élection, c'est une rencontre entre le peuple et le candidat. Mhm. Oui. Très bien. On évince brutalement, de manière macabre et barbare, une candidature de la souveraineté populaire, celle de Maurice Kamto. Le Mhm. peuple du changement a laissé faire, n'a pas dit mot, n'est pas sorti. Or, vous savez, en tant que journaliste, que le droit le plus essentiel pour un peuple, d'un individu, c'est la liberté d'expression. Ce sont les faits. Oui. Le 23 juin, le peuple n'a rien dit. Les 4 et 5 août, le peuple n'a rien dit. Quelques individus sont sortis, se sont fait arrêter, embastiller, le peuple n'a pas défendu. Ça veut donc concrètement dire quoi? Que le peuple a accepté, a donné son consentement explicitement à adhérer, à participer à la mascarade électorale. Il faut qu'on soit clair. Je le dis encore, l'élection est une rencontre entre un candidat et le peuple. Ça veut donc dire quoi? Comme Maurice Kamto ayant fait sa part, les partis politiques qui ne veulent pas perdre l'électorat comme clientèle doivent simplement s'ajuster pour accompagner le peuple dans la mascarade électorale. C'est que moi, je vais donc poser comme question dans le cadre de ce contexte. Et j'espère que vous allez aider à vulgariser cela. Comme vous le savez, nous avons un meeting le 26. Je crois que vous le savez et nous comptons sur vous pour passer le message sur le terrain. Oui. Est-ce qu'il n'est pas Je temps, laisse- M. Luc Zogo, d'axer la communication donc auprès de ces populations communautaires, parce que vous le savez, nous sommes des bourgades, des villages. Est-ce qu'il n'est pas temps donc d'axer la communication sur la nécessité de défendre, parce qu'il s'agira de défendre ce vote Mhm. et de dire qu'il n'est pas simplement question d'aller voter et de rester de manière naïve chez soi et croire que le logiciel programmatique du système va dire qu'un opposant a gagné. Il ne faut pas rêver. Donc, pour moi, Oui. l'étape la plus importante, la plus décisive, c'est de défendre. Et je ne vois pas ces candidats assumer un tel discours depuis des mois. Jusqu'à présent, il nous reste un mois. Quelle est votre lecture de la situation avec encore ce décret du 1er septembre 2025 qui vient porter convocation du corps électoral pour les élections régionales? Nous sommes dans une caporalisation, un verrouillage qui a avancé. Quelle est votre lecture par rapport au comportement psychologique, au comportement électoral, aussi bien des candidats que de l'électeur en général? Merci pour votre réponse. Oui, mais écoutez, oui, vous me demandez, oui, quel est ce comportement? Mais écoutez, oui, il faudrait que cette question-là soit mise en avant, mais est-ce qu'elle est suffisamment? Je suis peut-être d'accord avec vous. Elle n'est peut-être pas suffisamment. C'est-à-dire que voir des candidats
qui parle de défendre le vote, mais c'est vrai qu'on va rentrer dans la campagne électorale. Peut-être que cette question va davantage être mise en avant lorsque le moment viendra. Mais de manière globale, je crois que le MRC a beaucoup travaillé sur cet aspect-là, et que défendre le vote, parce que la loi nous permet effectivement, lorsque les bureaux de vote ont fermé et qu'on a eu dépouillement, d'avoir les résultats. Mais la question est dans la centralisation donc, de ces résultats. Et je crois que c'est là où l'administration, ou du moins et les CAM aussi, arrive à damer le pion, arrive à faire en sorte que l'opposition n'ait pas forcément toutes ces données-là. Mais la question ne devrait pas se poser. Je prends souvent l'exemple d'un enfant, d'une maison où il y a des enfants. Est-ce que c'est parce que tu n'es pas là quand on mange que tu ne dois pas manger? On doit te servir ta nourriture. En tout cas, moi, j'ai grandi comme ça. Lorsque tu n'étais pas là, on gardait ta nourriture. Ce qui veut dire qu'en reportant la question sur le vote, si l'opposition n'est pas dans un bureau de vote, ce n'est pas une raison pour que l'opposition ne gagne pas dans ce bureau de vote-là. C'est ça l'essentiel. Donc, c'est une question d'abord personnelle pour les Camerounais, en leur conscience, question d'honnêteté, question qui impacte même la vie nationale. Lorsque vous êtes dans un bureau de vote, comme vous n'avez pas vu le MRC ou comme vous n'avez pas vu l'UPC, forcément, comme c'est vous le RDPC, vous devez gagner l'élection. Et c'est ça. Cette question ne devrait pas se poser. On ne devrait pas, si nous sommes sérieux, on ne devrait pas être à débattre de cet aspect-là. Donc, les résultats des votes doivent être sacrés et qu'on les mette là sur le tableau et que chacun sache ce à quoi il a droit et qu'on arrive à c'est la grosse difficulté, comme je vous dis. Est-ce qu'on peut arriver à centraliser tous ces résultats, toutes ces données? Il y a une application qui a été mise sur pied. J'ai reçu l'un des promoteurs de cette application qui a tout un site. Et j'ai vu l'ambition de ces gens, c'était de publier tous les résultats d'un bureau de vote. Et ça, c'est vers ça qu'il faut aller, à quelque chose qui centralise ces résultats-là. Si on avait des gens, par exemple, avec des téléphones, on peut le faire. On peut avoir des gens avec des téléphones qui sont dans les bureaux de vote, qui aussitôt que le compte a été fait sur les tableaux, puisque généralement nous sommes dans des salles de classe, on filme, et on renvoie tout ça dans une base de données qui nous permet d'avoir ces résultats-là en autre 48 heures. C'est possible de le faire. Bon, maintenant, quand vous ajoutez donc toutes les pesanteurs politiques... En 6 heures, M. Zogo. En 6 heures. Voilà, c'est possible en 6 heures. Exactement. C'est possible en 6 heures. Voilà. Donc, c'est là tout l'enjeu. Est-ce que nous arrivons à le faire? Est-ce que nous avons même d'abord la volonté de le faire? Parce qu'il faudrait que nous ayons d'abord la volonté de le faire. Parce que quelqu'un a parlé tout à l'heure de l'accord qui a été signé entre les Nations Unies et les CAM. Mais c'est 3 milliards sur tout le processus électoral, sur tout le cycle électoral 2025-2026. C'est 3 milliards. Alors, dans 3 milliards, et si l'ONU consentait à nous donner même un demi-milliard, est-ce qu'on n'achèterait pas ce téléphone pour faire ce maillage-là et avoir ces résultats instantanément 6 heures après dans ces bureaux de vote? Donc, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Merci. Merci pour votre réponse, hein. Merci également pour votre temps. Je pense qu'on a largement dépassé, hein. On est allé au-delà du temps qui nous était imparti. Je vais dire merci beaucoup à Monsieur Guizougo. Alors, rendu à la fin, comment avez-vous trouvé l'échange? C'était bien, c'est détendu. Ça permet d'échanger à bâton rompu, hein, sans trop de protocole. Hein. Vous savez, c'est ça le problème que nous avons. On a trop de protocoles. Il y a de protocoles au Cameroun, beaucoup trop de protocoles. Nos frères de l'Afrique de l'Ouest sont beaucoup plus simples et on voit les résultats. Donc, nous devons aller vers la simplicité, faire les choses. Ce n'est pas parce qu'on est simple qu'on n'est pas efficace.
On est aussi D'accord. efficace. On est d'abord dans la simplicité. Ça nous permet d'aborder les problèmes de manière très concrète aussi. Voilà. Je crois que c'était bien. Ça nous a D'accord. permis le tout. Merci, Voilà. merci. Donc, vous nous promettez de revenir si on vous donnait une... Il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Bon, je vais dire merci à tous ceux qui ont tapoté depuis le début du live. Merci à tous ceux qui ont envoyé des cadeaux. Merci également à tous ceux qui vont s'abonner à notre compte YouTube, Groupe Floris TV. Merci à Tiaka, Lemodo, ACB, Coach Félix. Merci à Avatar. Merci à Floris également, à toute l'équipe qui a sans qui tout ceci n'aurait pas pu se réaliser. Je ne sais pas si Floris a un mot de fin peut-être. Floris? Oui, oui, mais si vous m'écoutez, Très bien. ok, merci. Merci, Monsieur Zogo. Merci d'avoir accepté, n'est-ce pas, notre invitation. Permettez-moi de vous poser 3 petites questions avant que vous ne nous quittiez. Et avant de vous poser ces 3 questions, je vous prierai, Monsieur Zogo, de bien vouloir, n'est-ce pas, apporter votre contribution pour cette manifestation du 26 septembre à Genève, en relayant, n'est-ce pas, l'information durant votre reportage, si vous me le Oui, non. permettez. Ok. Oui, oui, Et on voilà. le fera. Et je vais Mais vous embrasser. m'enverrez quelques éléments. Hein, vous m'enverrez quelques éléments. Je crois D'accord. que vous m'enverrez des éléments. Vous D'accord. avez mon WhatsApp. Là. Autre, Oui, vous allez m'envoyer plus d'éléments. Moi, je ferai le papier même. Je ferai le papier pour le 20h sur Equinox. Il n'y a pas de problème. merci, Merci merci. beaucoup, Monsieur Je vais Zogo. vous Ça nous envoyer fera tout. énormément plaisir. Bon, maintenant, je vais embrayer sur les 3 questions que je voulais vous poser. Mais c'est 3 petites questions qui n'ont pas été Oui. posées. Voilà, je voudrais vous les poser. Est-ce que vous pouvez nous éclairer, Monsieur Zogo, ou du moins nous dire en tant que grand reporter des terres d'Embo qui auraient été, n'est-ce pas, arrachées par les Bamileke? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, vous avez couvert le reportage lors du contentieux devant le Conseil constitutionnel. Pouvez-vous nous dire, ou alors nous donner quelques indices au sujet de ceux qui jubilaient dans la salle, Monsieur Zogo? Et la dernière question, comment voyez-vous l'avenir de vos enfants dans le contexte actuel du pays? Voilà. Oui, alors d'abord sur la question des terres, sur les terres dans le monde. Mais il y a d'abord une grosse déformation sur les faits même qui complique les choses. En fait, on a pensé, on a dit, beaucoup nous ont dit très rapidement que les Bamileke ont quitté l'Ouest dans les années 60 après le maquis pour venir en Komsaba, mais non, ce n'est pas forcément vrai. Les gens, il y avait déjà les mouvements de migration là avant même l'indépendance. Donc les gens se déplaçaient déjà. Parce que quand vous voyez, vous connaissez, c'est pour ça que je dis que les gens doivent connaître le Cameroun. On a d'abord un problème, c'est que parfois on ne connaît pas notre pays. Et quand on ne connaît pas le pays, on fait des analyses qui sont erronées. Il faut voir, la région de l'Ouest est l'une des plus petites du Cameroun. Elle est l'une des plus petites du Cameroun. Et déjà, même avant l'indépendance et pendant la période d'indépendance, l'Ouest était déjà très peuplé. Et quand vous voyez le système sociétal à l'Ouest, souvent les gens sont obligés de partir ailleurs pour se chercher. Ce n'est pas parce qu'ils sont des envahisseurs qui le font, non. Mais c'est parce que vous avez des impératifs de vie. Vous avez des impératifs de vie. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas le successeur, lui, il est là, il a pris. Il y a d'abord combien de terres? Il faudrait que vous allez ailleurs. Vous devez aller faire votre vie ailleurs. Et puis, le système est tel qu'on vous apprend à vous battre pour que vous ayez quelque chose, pour que vous soyez quelqu'un. Après, quand vous êtes battu, vous pouvez même revenir après au village. Parce que moi, j'ai vu beaucoup des hommes d'affaires qui sont venus construire après, mais ils sont d'abord allés se chercher. Je dis de l'Ouest, oui. Donc, c'était faux procès. On ne va pas dire qu'on allait arracher les terres des gens. Bon, moi, j'ai passé du temps en Komsaba parce que ma mère y est née. Je connais un peu Komsaba. Je suis souvent venu en Komsaba, donc je connais la situation.
Donc, vous ne pouvez pas dire que les gens sont venus arracher les terres en Consamba. Non, c'est archi faux. Les gens ont souvent acheté. Les gens ont souvent même ils se sont implantés pour travailler avec même la bénédiction du gouvernement parce que la zone même parfois n'était pas assez peuplée. Donc, il y a beaucoup d'amalgames. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'histoire du Cameroun et qui disent donc beaucoup de choses. Parce que quand vous connaissez, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. Malheureusement, est-ce que les gens le savent toujours? Ah non. Parce que même nous, dans la presse, nous devons expliquer des choses aux Camerounais pour qu'ils comprennent. Ça nous éviterait de voir des gens accuser les autres à tort, les haïr, les détester, les pourchasser pour rien. Comme nous le voyons là, souvent avec la situation des Maboulékés. Alors, deuxième point, vous me parlez du Conseil constitutionnel. Conseil constitutionnel, il y a des gens, oui, il y a des gens qui ont jubilé, notamment quelques-uns du PCRN qui ont jubilé, notamment l'avocat, oui, le premier vice-président du parti, je ne sais pas, qui était avocat, qui ont jubilé, mais même aussi les Dieudonné Yabda et ses proches qui ont jubilé de cette décision du Conseil constitutionnel. Donc, il ne faut pas... c'est une attitude puérile, on pense que... ébuesque d'ailleurs. On n'a pas besoin de jubiler pour ce genre d'affaires. En réalité, il s'agit d'un candidat qui était d'ailleurs le principal candidat de l'opposition. Et étaler ainsi sa haine en plein jour, ça relève quand même d'une situation inédite qui, dans les annales de l'histoire, devrait nous amener à nous interroger sur le degré même de normalité de certains d'entre nous qui font dans la détestation gratuite à la limite. Parce que on sort des théories comme quoi on ne veut pas d'un bas militaire à la République. Donc, on n'a pas besoin de ça. On devrait pouvoir être au-dessus. Bon, chacun répondra à l'histoire. Hein. L'histoire est là, vous savez. Lorsque dans 30 ans, on sortira ces choses, peut-être ce seront leurs enfants ou leurs arrière-petits-fils simplement qui seront là. Et je peux vous dire qu'ils seront offusqués. Mais malheureusement, ce sera la vérité et l'histoire nous rattrape toujours. De ce point de vue-là, ça ne manque jamais, ça ne manque pas. Alors, dernière chose, vous me demandiez, parce que comment je vois mes enfants ici, mais je vais vous dire que moi-même, on est très inquiet. L'avenir des enfants ici, parce que le contexte est très compliqué. Très compliqué pourquoi? Parce que dans les schémas de la fonction sociale, un enfant qui fait son cursus normal doit pouvoir faire, s'il décide d'être fonctionnaire, il fait un concours, il passe le concours, et puis on l'appelle normalement sans intervention. Mais la situation au Cameroun est grave. Les interventions commencent maintenant à la maternelle. Je vous dis bien à la maternelle. Vous voyez un parent qui vient donner l'argent à la maîtresse en lui disant qu'il faut que mon enfant reste au premier banc et il faut que tu le suives. Voilà ce qui se passe. Et vous avez un pays où vous ne pouvez pas ouvrir, vous ne savez pas comment on recrute les gens. On les recrute quand? Où? Quelqu'un vous dit, je travaille à Cantel, je travaille à la SNI, je travaille à la CMPS. Vous n'avez jamais vu un appel d'offres. Un appel à candidature, je veux dire. Jamais. Les seuls encore qu'on voit, c'est le concours de l'ENIA, peut-être, bon, la médecine là actuellement, encore que bon, on vous dit, il faut en acheter. Donc c'est un avenir qui est très bouché. À vrai dire, c'est pour ça que beaucoup de gens partent du Cameroun. Quand vous avez vos enfants, vous dites vraiment, les enfants doivent aller ailleurs, parce que là-bas au moins ils peuvent réussir. Ils font un concours, si on les sélectionne, on les appelle pour sélectionner des gens pour un travail. S'ils sont compétents, on va les prendre. Mais aujourd'hui au Cameroun, on n'a rien de tout ça. Rien. Et ça nous amène là où ça nous amène. Donc, les gens qui voyagent, qui partent, d'autres qui préfèrent mourir dans le désert ou bien aller se noyer dans la mer. Voilà les réalités. Donc, c'est extrêmement préoccupant. Et je dois dire que tout ce qui nous reste à faire, c'est de travailler et faire en sorte que... Je ne sais pas si M. Guizou peut-être dit bon, au revoir, mais même s'il ne revient pas, on va quand même résumer ici à tous ceux qui sont arrivés. Parce qu'on avait quand même à un moment donné 180 personnes. Ça veut dire que au moment où le live commençait, on était à peine à 72, 74 personnes, 80.
Le live était énormément attaqué, surtout lorsqu'il a évoqué la question du tribalisme au Cameroun. Alors, je vais simplement rappeler à ceux qui sont là, qui nous rejoignent, que le live a débuté sur les questions de justice au Cameroun. Monsieur Kizugo a évoqué la situation de la justice au Cameroun en mettant l'accent sur le côté corruption, les défaillances, la corruption des magistrats, la corruption de plusieurs structures qui encadrent la justice au Cameroun. Et il a mis en exergue le fait que le gouvernement camerounais, du moins le système judiciaire camerounais, fonctionne quasiment comme un système dictatorial. Ensuite, il y a eu la question liée aux syndicats au Cameroun. La question est revenue deux fois. Il a parlé des différents syndicats qui existent au Cameroun, mais il a rappelé également la difficulté que les travaux se fassent comme il se doit, comme ça devrait se faire, voilà, au niveau des syndicats. Il a évoqué notamment la situation de fragilisation dans le système francophone comparé aux syndicats qui prévaut dans les secteurs anglophones. Il a évoqué ensuite les questions, Didier Katik lui a posé les questions liées à la musique, l'implication des artistes au Cameroun comparé à ceux à l'étranger. Il a pris l'exemple de Richard Bona. Il a formulé le vœu que des artistes et des personnalités camerounaises puissent s'impliquer dans les démarches de changement et apporter, n'est-ce pas, leur soutien au peuple ou alors à dénoncer également les tares du système quand il le faut. Il a pris le parallèle avec Richard Bona qui s'implique massivement, très fort, comparé à ceux qui sont plutôt silencieux. Tiaka lui a posé la question sur ses relations avec Martinez Zogo. Est-ce qu'ils étaient parentés? Il a répondu à la question. Ils sont de la même localité. Ils ont un même ascendant Zogo, ascendant ancestral, mais ils n'ont pas une relation filiale directe. Cependant, ils ont eu des très bonnes relations avec Martinez Zogo, qu'il a connu, qu'il a côtoyé et avec qui il échangeait beaucoup. Donc, on a donc mis l'accent sur l'affaire Martinez-Zogo. Il a évoqué plusieurs informations très croustillantes liées à ce dossier, notamment les verdicts, du moins pas les verdicts, mais les évolutions du dossier, qui montrent aujourd'hui que Martinez-Zogo a été assassiné ailleurs. Et le lieu de la dépouille le lieu où on a découvert la dépouille n'a été qu'un lieu secondaire. Il a montré les subtilités et les sensibilités dans ce dossier. Il a évoqué également la décision du juge Sikati qui avait voulu relâcher les principaux accusés et que face à cela, il y a eu des réactions en haut lieu pour montrer que le document qui en fait était un vrai document a été donc qualifié de faux document et que d'autres décisions ont été prises pour garder les prévenus en garde à vue. Donc, voilà, excusez la tautologie. Ensuite, il a évoqué justement la démarche, le cas d'Anwe qui a d'ailleurs rencontré le Martinez Zogo à la fois le 16 janvier 2023 et le 18 janvier 2023 et que ça ne pouvait pas être une simple coïncidence. Concernant dans ce dossier Martinez Zogo, beaucoup d'autres choses continuent d'être faites et que le fait que le journalisme camerounais, au moins que lui et beaucoup d'autres fassent leur travail de reportage, fait qu'il sera difficile demain qu'on ait encore ce genre de meurtre. Et c'est en cela qu'il est bien de dénoncer et c'est en cela qu'il est important de valoriser le travail qui est fait par toutes ces personnes qui sont épris de justice. Concernant le Conseil constitutionnel, il en a d'ailleurs parlé. Il a assisté au Conseil constitutionnel. Nous lui avons demandé ce qui s'est passé pour que Equinox ne puisse pas diffuser les images et il nous a donc donné des faits croustillants que beaucoup ne savaient pas. Il a été convoqué par le sous-préfet qui lui a demandé, intimé l'ordre de ne pas diffuser et qui a récupéré même son téléphone pour s'assurer qu'il n'était pas en train de diffuser de manière discrète. En fait, Equinox avait commencé à diffuser, à répliquer les images de Naija TV. Naija TV a été sommé
de quitter les lieux, d'arrêter la diffusion et de ne même pas revenir dans la salle. Il a donc évoqué le fait que le Conseil constitutionnel était non seulement fortement militarisé, mais également encerclé et les entrées étaient barricadées. Les accès dans le Conseil constitutionnel se faisaient soit au faciès, soit par contrôle de cartes, de pièces d'identité, et plusieurs personnes ont été recalées. D'ailleurs, il a évoqué également plusieurs éléments très croustillants relatifs au Conseil constitutionnel, notamment la présence du directeur du cabinet civil à moins de 5 mètres des juges du Conseil, ce qui constitue en soi une influence du politique sur le judiciaire. On ne devait pas avoir ce genre d'influence, sachant que la personne présente a un seul coup de fil de la présidence et s'assure que les instructions sont respectées comme le veut la hiérarchie politique, c'est-à-dire le pouvoir exécutif. Concernant donc les questions liées à la musique, il en a parlé. McAllister également Bon, il y a quelqu'un d'autre qui lui a posé la question concernant la consigne de vote. Il a donné un avis, il a bien précisé, c'est son avis personnel. Le Cameroun a soif de changement et que dans le contexte actuel, il verrait d'un bon œil que les forces du changement puissent s'unir suffisamment pour que le 12 octobre, les choses puissent changer. Il a le sentiment que sur le terrain, il y a beaucoup de forces qui sont mises en place pour, n'est-ce pas, assurer une bonne élection au Cameroun. Mais il serait important également de s'assurer que nous puissions avoir les outils nécessaires pour rendre compte des résultats des urnes dans un délai de 2 jours, pourquoi pas un peu plus court. Et c'est possible. Il serait bien de faire les choses simplement. Parfois faire simple est parfois très agréable. À la fin, nous avons 3 questions de Floris qui étaient très pertinentes, très bien visées. Et Floris lui a posé déjà la question concernant a fait une doléance et je peux vous assurer que notre cher Guy Zogo va faire des mains et des pieds pour que l'événement du 26 septembre à Genève puisse être inséré dans le journal de 20h, dont une forte audience à Equinox Télévision, afin que la diaspora camerounaise puisse se mobiliser massivement et aller décrier les injustices à Genève le 26 septembre prochain. Au-delà donc de ces éléments, il y a eu les questions liées à l'avenir de ces enfants dans le contexte camerounais actuel. Il a évidemment évoqué ses craintes, ses questionnements, ses frustrations par rapport à un système qui a caporalisé le pouvoir, qui a détruit l'avenir de plusieurs générations, et il a du mal à voir comment se fera l'avenir de ses enfants dans un contexte pareil. D'ailleurs, cela explique de nombreux voyages des Camerounais qui prennent les routes, la mer, les déserts, qui prennent le risque de sacrifier leur vie simplement parce qu'il faut fuir un enfer qui s'appelle le Cameroun. Donc, c'était là quelques éléments qui ont été évoqués. Peut-être qu'il y a des éléments qu'on a peut-être oubliés. Je vous prierai donc, c'est le moment du débrief, de monter, discuter, donner vos avis et que nous puissions tirer ce qui a été très positif de cet échange qui a été mené de fond en comble par Kamto sera président, qui malheureusement est descendu, par Diar Tiaka et ainsi que Floris. Et moi, je vais prendre la parole parce que du coup, je vais devoir vous quitter. Non, franchement, c'était un échange très constructif. Hein. On a reçu ce soir, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, donc Guy Zogo, journaliste d'investigation, une véritable figure courageuse hein, du paysage médiatique camerounais. On est dans un pays, le Cameroun, où enquêter peut coûter la liberté, voire la vie. Et Guy Zogo, c'est quelqu'un qui fait partie de ceux qui choisissent de parler. Hein.
On a parlé de l'affaire Martinez-Zogo, on a parlé des pressions autour de la Cour constitutionnelle, on a parlé de sujets très sensibles, hein, comme la corruption politique et le financement de campagne. Franchement, ce soir, on a parlé vérité, courage, menace, mais aussi d'espoir. Donc, franchement, cet échange avec Monsieur Guy Zogo, sans filtre, moi, j'ai beaucoup apprécié. Donc, je ne sais pas vous, mais c'est l'occasion d'en débattre. Voilà, on a été face à un homme qui, malgré les risques, continue de faire son travail. C'est quelqu'un qui ose parler, qui enquête, qui dénonce, qui parle. Et ça, sincèrement, pour ça, chapeau. Chaque pas nous rapproche du jour où on vivra sans détour. Jusqu'au bout, on va marcher, on va